Nous sommes en guerre. L'idée, c'est de marier la science et la culture. Bonsoir à tous. Bienvenue, cher public, à notre jeu débat. S'interroger sur le sens, je pense que c'est assez essentiel. Je crois que c'est une question importante, effectivement. Comment imaginez-vous le monde de demain ? Mais si on imagine autre chose ? Le monde, par défaut, va pas forcément dans la bonne direction. Il faut accepter de sortir de ce qu'on sait. On va revenir un petit peu sur tout ça. Et tout cela se fera bien sûr avec un souci de rigueur, de scientificité et d'originalité. Le Festival des idées de Paris est porté par l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité, une alliance qui regroupe l'Université de Paris, l'Université Sorbonne-Paris-Nord, Sciences Po, l'INALCO, l'École nationale supérieure d'architecture Val-de-Seine et l'Institut national d'études démographiques. Chaque année, le festival met en lumière un enjeu sociétal majeur en invitant des chercheuses et chercheurs de l'ensemble des disciplines scientifiques à se rencontrer, à dialoguer et à échanger avec vous, notre cher public. Notre engagement n'est pas de simplifier le discours scientifique, mais de révéler la complexité des sujets qui nous touchent pour pouvoir les étudier sous tous leurs angles. Cette année, le thème des nouvelles normalités s'est imposé à nous. La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien, mais cette problématique ne se limite pas à la question de la pandémie. La lutte contre le racisme, le féminisme, la migration sont tant de sujets qui tendent à faire émerger de nouvelles normalités. La normalité est une construction permanente. Elle est nécessairement mouvante et plurielle. Ce sont ces questions que nous explorons cette année. Et tout cela se fera avec rigueur, avec scientificité et avec originalité. Bienvenue donc au Festival des idées 2020. Et sans plus attendre, je passe la parole à Jennifer Gallet, journaliste à The Conversation, partenaire du festival. C'est à vous, Jennifer. Merci Raphaël et bonjour à tous et merci d'être avec nous en ligne. On va passer 45 minutes ensemble avec notre invité Jean-Baptiste Fressos, que je salue, et qui va répondre à nos questions. Et je vous engage tous à poser vos questions que je restituerai à notre invité au cours de notre rencontre. Alors, Jean-Baptiste Fressos, vous êtes historien, vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous travaillez sur l'histoire du changement climatique, l'histoire des savoirs climatiques, l'histoire, on pourrait dire presque des catastrophes, l'histoire technique et technologique. Vous avez publié plusieurs ouvrages aux éditions du Seuil. Il y a un ouvrage qui s'appelle L'événement Anthropocène, que vous avez coécrit avec Christophe Bonneuil, et puis vous avez aussi écrit d'autres ouvrages avec votre compère Fabien Locher autour de l'histoire du changement climatique. Donc il y a l'Apocalypse joyeuse, et puis tout récemment un beau livre qui s'appelle Les révoltes du ciel, et j'engage le public à aller découvrir un extrait de cet ouvrage que nous avons publié aujourd'hui sur notre site The Conversation. Voilà. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, Jean-Baptiste, est-ce que vous pourriez nous dire, c'est un peu une question un peu de curiosité, comment vous êtes venu à vous intéresser à ces sujets autour de l'histoire de l'environnement, de la technologie? Alors, il faut se replacer au début des années 2000. Je suis un jeune historien et je suis dans un groupe de recherche qui s'appelle, en gros, on travaille sur les STS, ce qu'on appelle les Science and Technology Studies. C'est de la sociologie des sciences, de la sociologie des techniques. Il y avait énormément de travaux sur le risque, avec cette idée qui était toujours sous-jacente dans les discours académiques, qu'on vivait une époque assez extraordinaire de découverte de ces questions de risque et d'environnement. Et un des ouvrages qui avait été marquant et qui était phare dans ce domaine, c'était un ouvrage d'Ulrich Beck qui s'appelait La Société du risque, qui avait été publié en 1986, qui venait d'être traduit en français. Et c'est un ouvrage qui a eu un impact énorme dans le champ sociologique et au-delà. Et ça racontait une histoire très très bizarre. En gros, il disait que la modernité s'était transformée tout récemment sous l'influence de la question des risques et de l'environnement, mais c'était surtout les risques dont on parlait à ce moment-là, et que finalement elle avait entièrement changé de nature. Et il disait on est passé d'une modernité simple à une modernité qui est qualifiée de réflexive. Pour la première fois, on mettait en question la dynamique, si vous voulez,
de la modernité. Et en étant un petit peu historien et en allant voir dans les archives, en sachant un petit peu ce qui se passait, mettons, au 19e siècle, j'étais très surpris par ce discours que je trouvais factuellement faux. Historiquement, ça collait pas avec ce que je trouvais dans les archives. Et puis politiquement, très, très bizarre parce que très gratifiant, en fait. Cette idée qu'on vivait une immense épiphanie environnementale et que maintenant, vraiment, la question centrale de notre société, c'était les risques et et la distribution des risques au sein du social, me semble être beaucoup trop optimiste d'une certaine manière. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui a lancé mon premier livre, L'Apocalypse joyeuse, qui était une histoire de la gestion du risque technologique au 18e, 19e, pendant ce qu'on appelle la révolution industrielle en France et en Angleterre. Et puis plus récemment, le livre avec Fabien Locher, c'est aussi dans la suite de ses travaux, parce que très vite, en fait, dans les archives, on voit que la question climatique est omniprésente, la question du changement climatique, hein, j'entends, est omniprésente dans tout plein de domaines. Donc c'est plutôt ça qui a lancé mes travaux, une insatisfaction par rapport au discours ambiant, parce que je parle du Richbeck, mais c'est un discours qui est plus général, c'est un discours qu'on trouve de partout en fait. On vit une époque extraordinaire. Ça peut être aussi vu comme une déploration. Les technophiles disaient ah oui, la population a perdu confiance dans la science. Mais tout ça, c'est des clichés en fait qui ne résistent pas du tout à l'analyse historique. Ok, merci pour cette entrée en matière détaillée. On reviendra sur la question de l'amnésie ou de cette épiphanie que vous nous décrivez, comme s'il y avait une conscience écologique qui s'était réveillée là récemment et qu'elle n'avait pas existé auparavant. Mais j'avais une première question parce qu'en fait, ce qui nous intéresse là, c'est les récits de la catastrophe, c'est les récits pour demain, c'est ce qui nous attend dans le futur, c'est comment est-ce qu'on se sort des crises, comment est-ce qu'on peut inventer le monde d'après, si ce monde d'après existe. Et en fait, l'idée, c'est de voir comment les crises, et donc notamment le changement climatique, façonnent en fait les imaginaires, ou comment les imaginaires façonnent eux-mêmes les crises. Et moi, j'avais une première question pour vous, qui est aussi un peu autour d'un paradoxe, parce qu'on dit les récits, il faut construire des récits pour demain, des récits alternatifs, mais on se rend compte que nous, à notre époque, là, on est pris dans un récit, qui est le récit du progrès, qui est le récit de la solution technologique. Alors, comment ce récit s'est imposé? Pourquoi c'est ce récit qui a gagné un peu la bataille des récits? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Enfin, voilà, cette question autour d'un récit dominant. D'accord. Alors, effectivement, on pourrait dire que, disons, est-ce que c'est un récit dominant? Je dirais que c'est plutôt le récit des dominants plutôt qu'un récit dominant. C'est pas dit que si on fasse vraiment des sondages dans la population, les gens soient persuadés que une solution technique au changement climatique existe. C'est pas évident, je sais pas. Mais c'est vrai que le récit des dominants, le récit des élites économiques et politiques est très orienté sur les technologies et la solution technologique. Ça, c'est absolument clair. Alors, à quoi tient ça s'ancre? Enfin, je veux dire, c'est des raisons très profondes. Hein, c'est pas. Je pense qu'il y a une raison qui remonte à pas trop loin et qu'on peut essayer de cerner. C'est l'idée que le monde technique est très vite transformé tout le temps, en permanence, et donc c'est le récit d'innovation en fait qui est très très présent. Et cette idée que le monde technique est sans cesse bouleversé et sans cesse changé, ça remonte, je dirais, à la fin du 19e siècle. C'est très clair qu'à la fin du 19e siècle, en particulier avec le début de l'électricité, se met en place cette idée qu'il y a des révolutions en permanence dans les techniques qui bouleversent à chaque fois le monde précédent et que le monde précédent est effacé. Et on parle, par exemple, on commence à parler de l'âge de l'électricité, de l'âge du pétrole aussi, comme si on sortait de l'âge du charbon, vous voyez. Et donc, peu à peu, à partir de la fin du 19e siècle, se met en place un récit qui est très centré sur les techniques, qui n'est pas du tout centré sur la matérialité réelle de l'économie ou du social, c'est bien ça le problème au fond, qui justement donne l'impression d'une très grande fluidité dans le monde technique et matériel. Que ce monde-là est toujours en permanent renouvellement et bouleversement. Ce discours-là va devenir le discours de la transition, qui est un discours qu'on retrouve évidemment actuellement, qui est le mot-clé pour parler des solutions potentielles à la crise climatique. Et ce discours de la transition, on le voit très bien émerger. Alors, il y a différents moments d'émergence. Donc, je vous dis, la fin du 19e siècle est importante. Bizarrement, la crise des années 30 aux États-Unis est fondamentale aussi, parce que pour un petit groupe d'experts et d'intellectuels qu'on appelle le mouvement technocratique, il y a cette idée que la crise de 1929, c'est
il faut faire une transition pour sortir de cette crise, quoi, qui n'est pas encore une transition énergétique, mais il y a cette idée que c'est un problème technologique et qu'il faut gouverner différemment le monde des techniques qui est toujours en permanence. Enfin, le problème, disons, de la crise est lié à une excroissance du monde des techniques et de la production. Et on voit aussi à quel point le discours de la transition va s'imposer au moment de la crise pétrolière, après 1973, après le choc pétrolier aux États-Unis. Et je dirais qu'il entre par la grande porte, hein, par un grand discours d'avril 1977 de Jimmy Carter, qui dit voilà, les États-Unis ont déjà fait des transitions énergétiques, on va faire une autre transition énergétique pour résoudre la question du pétrole. Et le problème, finalement, c'est que ce discours qui vient surtout de la futurologie, c'est-à-dire des gens qui pensent le futur de l'énergie, qui pensent le futur des techniques, ce discours va être appliqué sans trop de recul et sans trop, à mon avis, de critique à la question climatique. En disant, bah, voilà, on a un problème par rapport au CO2, c'est une question de système énergétique, donc il faut faire une transition énergétique. Et ce discours de la transition énergétique a simplifié drastiquement en fait, le défi climatique et environnemental d'une manière générale. Donc je dirais qu'il y a plein d'autres raisons plus profondes, mais si on veut une histoire un peu circonstanciée de ce solutionnisme technologique, on peut tracer cette généalogie-là, si vous voulez. Mais quand vous parlez de transition, il y a l'idée, en gros, qu'on peut s'en sortir, quoi. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose après, il y a quelque chose de nouveau qui nous attend. Il y a un autre discours qu'on entend qui gagne en force, là, ces dernières années. Enfin, vous allez nous expliquer que c'est pas si nouveau que ça non plus. C'est le discours des effondristes, on peut les appeler comme ça, ceux qui nous disent que tout va s'effondrer, que rien ne sera plus jamais comme avant. Et alors, ce discours-là, voilà, il y a des gens qui portent ce discours. En France, on connaît le succès de Pablo Servigne, voilà, autour de ces questions. Encore une fois, comment expliquer son succès, en fait? Comment expliquer le succès de cette vision? Et cette vision est-elle neuve? Il y a plusieurs choses à dire. Je dirais qu'en fait, ces deux discours vont ensemble et souvent, c'est les mêmes personnes qui le tiennent. En tout cas, c'est très net dans les années 30. Les gens qui pensent la transition, par exemple, un savant qui s'appelle Marion King Hubbert, c'est le théoricien du pic du pétrole, il pense à la fois à la transition et s'il n'y a pas de transition, il y a un effondrement. Donc c'est un discours en fait qui va toujours de pair. Et la transition est rendue d'autant plus souhaitable et indispensable et inévitable que ce qui est en regard, c'est évidemment un discours de l'effondrement. Je dirais que la transition actuellement ensuite je viendrai sur la collapsologie, mais la transition actuellement, c'est surtout un discours qui sert à dire qu'on peut changer drastiquement les soubassements matériels de la société sans trop changer les formes sociales et politiques, sans changer les modes de vie. Ça sert à ça, en fond. C'est pour ça que c'est une solution technologique. Ce qui semble, à mon avis, très problématique en vérité, pour des bonnes raisons dont je pourrais parler ensuite si vous voulez. Pour ce qui est de la collapsologie, c'est une histoire qui est aussi assez longue. Avec Fabien Locher, on en trace une des origines, à mon avis, à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui est frappant, c'est que le discours de la collapsologie, de l'effondrement, si vous voulez, émerge comme un discours de gouvernement. L'enjeu, c'est de menacer des populations pour qu'elles agissent d'une certaine manière. À la fin du XVIIIe siècle, il y a un grand débat qui commence en France autour du changement climatique anthropique, qui est lié principalement au déboisement. Et pendant la Révolution française, le gouvernement français va commencer à utiliser le discours de l'effondrement climatique pour expliquer aux paysans qu'il faut respecter les forêts. Il faut se replacer un petit peu dans ce contexte révolutionnaire. Les paysans estiment que la révolution, ça doit être pour eux l'occasion de récupérer des communs forestiers dont ils avaient été dépossédés dans les décennies avant la révolution. Et les parlementaires parisiens sont horrifiés par ce retour des communs. Et sont horrifiés aussi par les phénomènes effectivement de pâturage en forêt, etc. Les paysans qui reprennent possession de bois dont ils avaient été privés d'accès. Et se met en place tout un discours semi-savant à destination de la population qui met en avant le changement climatique brutal qui pourrait conduire à un effondrement écologique et économique pour expliquer aux paysans qu'il faut respecter les forêts qui appartiennent à une forme d'ordre naturel et qu'attenter à cet ordre naturel, c'est finalement attenter à soi-même, puisque le changement climatique, c'est des récoltes déficitaires, c'est la famine, etc. Donc on voit ça très très précisément émerger à la fin du XVIIIe siècle. On voit aussi ce discours très présent dans le discours impérial. Surtout en France, mais pas que en France, dans les impérialistes anglais ou allemands ont aussi ce genre de discours, mais en particulier en Algérie dès 1830, il y a cette idée que l'Algérie, mais c'est plus général, c'est le Maghreb, mais c'est aussi l'Orient, c'est le résultat d'un effondrement écologique, d'un effondrement climatique.
Les populations orientales n'ont pas su bien gérer leur environnement et ça a produit le déclin de civilisation. Alors on met en avant Palmyre, Babylone, des civilisations qui sont présentées comme brillantes dans les textes antiques et qui sont maintenant au milieu des déserts, en disant c'est le fruit d'un collapse environnemental. Donc si vous voulez, c'est vraiment à cette époque, fin 18e, début 19e siècle, que se met en place un discours romantique de l'effondrement, qui est un discours en fait aussi autour de la ruine, quoi, qui est très, très présent. Ce discours-là ne va jamais disparaître du discours environnemental. Et je peux pas chacune des étapes, mais au début du XXe siècle, le discours néo-malthusien, qui est vraiment la matrice où s'invente un nombre de tropes très importantes, et aussi de techniques et de savoir hein, sur l'environnement, utilise aussi ce discours du collapse environnemental. Quelque chose aussi qui me semble important, c'est que dans les années 80-90, quand on commence vraiment à parler de changement climatique dans l'espace public, parce qu'en fait on parlait de changement climatique dès 1956-57, hein, et on a des théories assez sérieuses, là j'entends sur le CO2, hein, sur la question du changement climatique, mais dans les années 80-90, quand ça commence à apparaître dans l'espace public, très vite le discours climatique va être utilisé, enfin l'alerte climatique, là c'est plus un discours, l'alerte climatique va être utilisée par par le complexe militaro-industriel américain, par des gens qui s'occupent de sécurité nationale, pour expliquer que le climat est un risque de sécurité. C'est réinterprété, si vous voulez, dans l'idiome de la sécurité nationale. C'est le nouveau grand défi après la chute de l'Union soviétique, ça va être le désordre, le chaos climatique à venir, avec des hordes de réfugiés climatiques qui vont déferler sur les pays du Nord, avec un chaos à gérer dans les pays du Sud, etc. Donc c'est une manière pour des think tanks ou des conseillers en sécurité de parler au Pentagone et à des gens très influents. Et ce discours donc de l'effondrement, je dirais, il est présent dès le départ dans le discours environnemental. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'en France, on en a hérité à travers des penseurs qui viennent plutôt de gauche, enfin des activistes, etc. Et donc, on a perdu le sens de ce caractère assez réactionnaire, au fond, de ce discours de l'effondrement. Ok. Il y a une dimension que je trouve aussi intéressante. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut lire dans l'essai récent que viennent de publier Raphaël et Catherine Larère, qui s'appelle Le pire n'est pas certain, sur cette critique des effondristes, qui nous dit en fait que le discours effondriste, il n'a pas de... il y a une innocuité politique de ce discours. C'est-à-dire que ce discours, parce qu'il nous promet une espèce d'apocalypse, et donc on ne peut rien faire à part l'attendre et essayer d'aménager cette attente plus ou moins tranquillement. Mais du coup, ça ne ferait rien changer. En fait, ce discours complètement apocalyptique nous emmène dans quelque chose d'extrêmement passif. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Pas forcément, parce que enfin, je n'ai pas du tout fait d'enquête, c'est vraiment qu'un sentiment, c'est-à-dire pour avoir participé un peu au mouvement Extinction Rebellion et avoir discuté avec des activistes de ce mouvement-là, donc une action politique qui a porté des fruits, enfin pas forcément en tout cas directement, mais qui en tout cas a créé de la mobilisation. On voit à quel point aussi le discours de l'effondrement, alors c'est pas forcément le discours de l'effondrement de la civilisation industrielle qui est très problématique, mais ça peut être le discours de l'effondrement de l'environnement qui lui est un fait scientifique malheureusement. Ce discours-là est porteur d'affects mobilisateurs. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi, c'est-à-dire il faut à la fois bien comprendre les récupérations qui peuvent être faites de cette passion de l'effondrement, qui me semble dangereux. Il peut y avoir des récupérations dangereuses, je pense plutôt pour les questions par exemple d'immigration, les questions plutôt des replis sur soi et l'idée que il va falloir protéger ses nationaux, etc. Donc plutôt une fermeture et un manque surtout de perception que l'enjeu, c'est pas un effondrement global, mais c'est le caractère extraordinairement injuste de la situation qu'on vit. Parce que les pays du Nord, les pays riches et les riches des pays pauvres, qui sont les responsables du changement climatique, ne sont pas du tout les premiers affectés par le changement climatique et par la crise environnementale. C'est bien ça le problème. Donc je pense que c'est plutôt ce discours trop englobant, trop unifiant qui dépolitise la question environnementale, plutôt que l'absence de toute mobilisation politique que ça peut créer, qui me semble problématique. Je ne sais pas si je suis clair. Si, vous êtes clair. Vous parlez d'Extinction Rebellion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce mouvement qui est, Je ne suis pas du tout je suis pas du tout connaisseur de ce mouvement-là, mais c'est un mouvement qui est né en Angleterre, si je ne me trompe pas, qui, disons, essaye
ce que j'aime, enfin, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce mouvement-là, c'est que ils appellent un chat, quoi. C'est-à-dire, enfin, l'idée, c'est que la gravité de la situation sur le front climatique, sur l'extinction des espèces et de la biodiversité, est telle qu'il faut agir vite. Et surtout, il y a cette idée qu'il faut nommer des responsables. Et donc, c'est pour ça que c'est des actions chocs devant des sièges sociaux à la Défense, etc. Donc, cette idée que l'écologie, c'est quelque chose qui nous divise, c'est quelque chose qui est clivant, c'est pas quelque chose d'unanimiste, que dans une transition écologique, il y aura des perdants et que d'ailleurs, on en fera sans doute partie d'une certaine manière. Donc, c'est ça, à mon avis, le point intéressant, c'est qu'il y avait la volonté de repolitiser l'écologie politique. Ouais. C'est pour ça que j'avais trouvé ça intéressant. Sur cette question, en fait, je reviens sur la notion de transition parce que c'est vrai que là, vous êtes en train de décrire justement un groupe qui se mobilise et qui dit bon bah il faut vraiment faire quelque chose rapidement et pas trop dans le détail quoi. C'est-à-dire faut vraiment essayer d'avancer et de mettre les gens en face de leurs responsabilités. L'idée de transition, elle est à la fois, est-ce qu'elle nous masque en fait le problème en nous projetant dans quelque chose d'assez tranquille? Est-ce que c'est une position confortable qui est en fait qui va encore accentuer la situation dans laquelle on se trouve avec l'érosion de biodiversité, du changement climatique dont les effets s'intensifient. Enfin, Alors, moi, ouais. c'est surtout une critique historique, en fait, que je fais à cette notion de transition. C'est-à-dire, je vous ai dit, c'est quelque chose qui émerge plutôt de la futurologie énergétique. C'est très net à la fin des années 60. Ceux qui inventent ça, en fait, c'est ceux qui se préoccupent du futur de l'énergie américaine pour réduire la part du pétrole. Et ensuite, c'est rétroprojeté par les historiens en disant, oui, dans le passé, il y a eu des transitions énergétiques. On est passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. Et si vous voulez, le problème de cette histoire-là, c'est que ça nous donne l'impression que la transition, ça s'inscrit dans la lignée de 2 siècles de développement économique et technoscientifique. Finalement, il faut faire une transition supplémentaire, il va falloir passer des fossiles aux renouvelables. Cette vision-là de l'histoire est fausse. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, c'est pas ça qu'on a vécu. En gros, si vous prenez, je sais pas moi, la consommation de bois dans tous les pays industriels du 19e siècle, elle explose, elle diminue pas. Le charbon ne remplace pas le bois. Plus on utilise de charbon, plus on va utiliser de bois. Pareil pour le pétrole. La consommation de pétrole pendant longtemps, jusqu'aux années 1960, elle augmente la consommation de charbon. Ne serait-ce que parce que pour faire une voiture, il faut beaucoup de charbon, tout simplement. Enfin, donc ça repose sur une vision beaucoup trop simpliste, beaucoup trop linéaire des techniques, mais qui est très engrainée, très présente dans l'historiographie. Hein. C'est normal que ça soit ça qui se soit imposé. Et on arrive, à côté de ça, c'est percuté par des travaux d'écologie sociale, enfin des gens qui se mettent à quantifier la matière consommée par l'économie, qui racontent une histoire très différente, où en fait on voit que toutes les matières premières croissent en fait depuis au moins un siècle. Parce que les travaux commencent dans les années 1900, mais en fait ça remonte sans doute à bien avant. Si vous prenez toutes les grandes matières premières, elles ne font absolument que croître. Et le nombre de matières premières utilisées, ça croît aussi. Il y a un papier qui est sorti entre 1950 et 2015. Sur les 65 grandes matières premières, il n'y en a que 5 qui ont diminué. 4, c'est pour des interdictions, genre amiante. Ça fait diminuer, mais ça ne fait pas disparaître, mais ça fait diminuer la consommation d'amiante. Et il y en a une qui est intéressante, c'est la laine, parce que ça a été remplacé par des fibres synthétiques, mais pas entièrement non plus. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Bon. Donc tout ça nous fait bien voir que cette idée de transition n'a aucun fondement historique. Et ça projette, si vous voulez, sur un futur qui demeure fantomatique, un passé qui n'existe pas. Voilà. C'est ça mon problème. Après, une fois encore, je ne suis pas futurologue et je pense que c'est important de sortir justement du discours futurologique. Ce qui est sûr, c'est que je suis frappé à quel point la moindre nouvelle, je ne sais pas moi, d'investissement dans les éoliens ou dans le solaire ou je ne sais quoi, ou des déclarations, on va décarboner l'économie en 2050, etc., ont une répercussion incroyable dans la presse. Mais de fait, quand on regarde les grandeurs matérielles depuis les années 70, les fossiles n'ont fait que croître. On n'a jamais consommé autant de pétrole qu'en 2019 avant le Covid. On venait de passer 100 millions de barils. Le charbon, alors, encore c'est avant le Covid, hein, mais en un an, la Chine consommait autant de charbon que la France pendant toute son histoire. Donc on n'est pas du tout dans une société qui se dématérialise ou qui se décarbonise, c'est faux. Donc c'est ça qui me semble extrêmement inquiétant, c'est-à-dire on a à la fois des discours, des promesses technoscientifiques et puis la réalité de grandeur matérielle qui vont pas du tout dans le sens de ce qu'on nous raconte en général, quoi. Et la presse donne beaucoup plus d'écho aux bonnes nouvelles qu'aux mauvaises d'une certaine manière.
Mais dans ce panorama-là que vous êtes en train de dresser, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais que je vois derrière votre dernier propos, c'est la question de la sobriété. C'est-à-dire de dire, en fait, il ne faut pas transformer, il faut juste moins, en fait, avoir moins recours à tout. Heu, Mmh. est-ce que ce En fait, c'est les 2, discours-là, quoi. il est entendable? Heu, Bah non, il est pas entendable, c'est le problème, mais c'est les 2 en fait. C'est-à-dire pour moi, c'est pas un discours ce que je dis, c'est pas technophobe. C'est-à-dire que, mmh, je peut-être qu'il y a des technologies nouvelles d'ailleurs, enfin, je pense que la critique de la technique doit autant critiquer les vieilles techniques que les nouvelles. Il y a pas de raison de se focaliser sur les nouvelles technologies. mmh, Les mmh. technologies anciennes tout aussi dommageables, si ce n'est plus d'une certaine manière, puisqu'elles sont souvent moins optimisées, et cetera. Bon. Donc c'est pas une question de pour ou contre le progrès, parce que ça, c'est le dilemme dans lequel voudrait nous enfermer, par exemple, le gouvernement, en disant, finalement, c'est soit les Amish, soit le progrès, Sur la 5G. technologique. Et Mmh, mmh. sur la 5G, oui, bon, c'était une controverse qui a assez peu d'intérêt en vérité, mais bon, peu importe. Donc c'est évidemment un dilemme qui est faux, c'est pas du tout ça, c'est évident que c'est les 2 qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est à la fois, mais il faut d'abord mettre la sobriété parce que pour le coup, là, on sait que c'est un effet, alors que les innovations technologiques, on ne sait pas encore trop, quoi. Donc, finalement, la sobriété est absolument essentielle. Par exemple, je suis frappé de voir à quel point la question de l'automobile, on l'a tout de suite transformée avec la question de l'électrification, alors que l'enjeu, c'est pas de faire des voitures électriques, c'est de se passer de voitures, Mmh. qu'elles soient électriques ou autres, et ça sera forcément quelque chose de polluant, c'est forcément quelque chose qui va étendre les zones urbaines. En gros, si vous voulez, la voiture, c'est pas que les émissions de CO2, c'est le béton pour faire les routes. Faire du béton, c'est Mmh. extrêmement polluant. Il faut faire des carrières, enlever du gravier, on bousille l'environnement dans les grandes largeurs en faisant ça. C'est très émetteur aussi de CO2 d'ailleurs, faire du béton. Donc tout ça fait que c'est, enfin, pour le coup, si on regarde juste l'électrification du parc automobile, ça n'a absolument aucun intérêt écologique. Il y a quelqu'un qui nous demande, dans le public, qui nous dit: «On réfléchit là, avec l'histoire, l'histoire nous aide à éclairer notre situation, mais comment faire à l'avenir?» Qui est pas une question simple, mais voilà, comment faire à l'avenir? Comment faire à l'avenir? Bah, je pense déjà, enfin, pourquoi pas être, plus attentif, justement à ces dynamiques dont je vous ai parlé, où quand on pense l'histoire de l'énergie, on pense plutôt, transition, alors qu'il faudrait penser, dynamique d'accumulation symbiotique, quoi. C'est-à-dire que les énergies ne se remplacent pas les unes les autres, elles rentrent en symbiose en général. Donc c'est assez com enfin voilà, je pense que déjà l'histoire peut nous prémunir contre des visions trop simples de, on va faire une transition, on va mettre des éoliennes et des panneaux solaires à la place de centrales thermiques. C'est à mon avis beaucoup trop simple. Ce que l'histoire peut dire, elle a pas c'est ça qui m'inquiète aussi d'ailleurs. Comment dire? Justement les collègues que je critique, ils ont utilisé le mot transition pour paraître pertinent sur le présent. Puisqu'en parlant le vocabulaire de la transition, soudainement, il y avait des pans entiers de l'historiographie qui semblaient extrêmement relevant, qui semblaient très pertinentes pour penser les défis contemporains. Mais ce faisant, en fait, il raconte une histoire très très bizarre. Donc je pense qu'il faut déjà ne pas vouloir absolument parler du futur quand on est historien. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Mais il y a des choses quand même qui sont pas inintéressantes quand on lit un peu l'histoire de l'énergie. Par exemple, le rôle de la consommation. C'est évident que si vous voulez gouverner la production d'énergie, il faut gouverner en fait les usages, la consommation. Parce que si vous prenez l'histoire de l'énergie, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'énergie qu'on se met à utiliser des techniques, non, c'est parce qu'on a des techniques qu'on se met à utiliser beaucoup d'énergie. Si vous voulez, je sais pas moi, le pétrole, alors on en faisait un peu pour s'éclairer, mais c'est la voiture qui crée les champs de pétrole massifs, c'est la lampe à filament qui crée les centrales électriques, etc. Bon. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'il faut gouverner les usages et dans ce cas, c'est parler beaucoup moins de technique, de monde de production, etc., mais parler davantage de consommation, effectivement, et d'usage. Ça semble hyper important. Ce qui me frappe aussi quand on regarde enfin, dans les trajectoires, les grands phénomènes qui nous ont mis sur le chemin de l'abîme, si vous voulez, c'est pas des choses qu'on a forcément dont les populations tenaient. Si vous voulez, l'automobile, par exemple, si vous prenez l'exemple de la voiture, qui est sans doute une des techniques qui a joué le rôle le plus important dans l'Anthropocène, dans le changement d'air géologique, dans la crise climatique, l'automobile, c'est pas du tout quelque chose dont les gens rêvaient en fait au départ. L'automobile, c'était une nuisance pour l'essentiel de la population et c'était un luxe pour une petite partie, pour une petite élite économique en fait. On a peine à imaginer la haine qu'a suscité l'automobile à ses débuts. Aux États-Unis, on a des grandes manifestations contre les voitures dans les villes américaines, encore dans les années 1920. Hein. Les,
on n'a pas de sondage, mais on a l'exemple de la Suisse. En Suisse, dans le canton des Grisons, à l'est, la voiture individuelle a été interdite entre 1910 et 1928. Il y a eu des votations et les gens ont dit non, on ne veut pas de voiture individuelle sur nos routes. Donc je pense que se désintoxiquer de l'idée que voilà, on a voulu ce monde-là et que au contraire que ce monde-là hérite en fait de choix qui n'étaient pas forcément rationnels, qui n'étaient pas forcément optimaux en termes à la fois techniques et environnementaux, ça peut nous aider à nous défaire de ce genre de technologie. Il y Si avait vous voulez, ça peut être un ouais. récit qui nous aide plus que vraiment une solution. L'idée de dire qu'il y a une solution, et déjà la façon, Oui. il n'y a pas une solution évidemment, quoi. Il n'y a pas une solution évidemment, mais il y a aussi, bon, là, il y a une autre énorme question qui est liée à toutes celles que vous évoquez, c'est la question d'un modèle économique de croissance. Vous parlez d'accumulation de matières, de ressources, mais là, on voit bien dans ce moment de crise du Covid, là, que c'est l'idée de dire une fois que tout ça va être passé, on va pouvoir repartir, pas comme en 40, mais on va pouvoir repartir, on va pouvoir reprendre l'avion, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Et là, c'est ça, en fait, ce qui nous motive, c'est le fait d'avancer, de croître, de se développer. Donc, comment est-ce que ça peut arriver à se lier? Est-ce que dans l'histoire, il y a déjà eu des moments comme ça où une société s'est donnée autre chose voilà, que cette croissance, cette idée de se développer, voilà, au cœur de ces récits? L'idée que la croissance est quelque chose de temporaire, c'est un lieu commun, si vous voulez, dans la pensée économique hétérodoxe. Que la croissance, elle est limitée, c'est très banal. Parce que, je sais pas, tous les conservationnistes, anglais et américains surtout, les Français se posaient moins la question parce qu'ils étaient plus un pays, enfin c'était un pays moins développé, quoi, mais pensaient que le phénomène de croissance économique énorme qu'ils connaissent, mettons, je sais pas, à la fin du 19e siècle, jusqu'à la crise de 29, c'est quelque chose d'exceptionnel. La crise de 29 est perçue par beaucoup d'économistes non pas comme un cycle économique qui se retourne, mais comme une crise fondamentale liée au manque de ressources, liée à la surproductivité des machines, que c'est vraiment un phénomène technologique crucial et qu'il faut réinventer entièrement un système. Pendant la crise dans les années 30, il y a des économistes qui expliquent qu'il faut réduire la semaine de travail à 20 heures en acceptant des réductions de salaire. Donc il y a vraiment cette idée qui est assez banale de dire on peut faire décroître un système technique, on peut faire décroître une économie. C'est pas quelque chose d'impensé, loin de là. D'une manière générale, dès qu'on a un petit peu de recul historique, on se voit que c'est assez fréquent dans l'histoire qu'il y a eu des rationnements. En période de guerre et au sortir des guerres, il y a toujours eu des rationnements. Est-ce que ça a eu des effets absolument désastreux? Alors en France, on en a évidemment un souvenir très négatif parce que c'était imposé par l'occupant allemand, mais en Angleterre, aux États-Unis, il y a une vision très patriotique du rationnement, très positive d'une certaine manière. Il y a un livre de Lizzie Collingham qui s'appelle The Taste of War, qui est sur l'histoire de l'alimentation en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Les produits alimentaires sont rationnés, et ce qu'elle montre, c'est que ça a amélioré la santé des Anglais. Parce qu'il y avait une meilleure distribution. Par exemple, les pauvres qui n'avaient plus accès aux légumes, de nouveau, avaient le droit à des tickets qui leur permettaient d'avoir accès à des légumes et à une alimentation plus équilibrée. Alors, c'était surtout des carottes et des poireaux, hein, ce n'était pas des choses très extraordinaires, mais toujours est-il que la santé, enfin, c'est mesuré par les nutritionnistes, la santé des classes populaires anglaises s'est améliorée pendant la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, pour envoyer plus de pétrole au front, le gouvernement décide de rationner l'utilisation des automobiles divise par 2 ou par 3, je ne me souviens plus, la consommation domestique de pétrole. Évidemment, le pétrole va au front, ça s'est utilisé pour d'autres choses, hein, pour l'effort de guerre. Ça n'a pas produit un effondrement de l'économie américaine. Au contraire, elle croît très fortement d'ailleurs. Bon, c'est soutenu par d'autres productions qu'on n'a pas envie d'avoir, peu importe. Mais toujours est-il que on a tendance à penser que l'économie est quelque chose d'absolument intangible et que la croissance est un dogme, etc. Non, on voit bien que, d'ailleurs, la crise du Covid le montre parfaitement. En tout cas, le premier confinement, les 2 tiers de la population française ont arrêté de travailler, ou presque. Ça n'a pas produit un effondrement. Et voilà, donc enfin, je veux dire, il me semble que la crise montre aussi la flexibilité, d'une certaine manière, en tout cas dans les pays riches, du fait qu'on peut aussi décroître assez conséquemment sans atteindre aux fondamentaux, quoi. On peut décroître, mais c'est temporaire. C'est-à-dire que de la même façon que le rationnement, l'idée c'est que ça va prendre fin. De même façon, là, ce que vous dites autour du rationnement, ça
ça évoque quand même aussi la situation qu'on est en train de vivre avec ce confinement, qui a eu aussi des effets décélérateurs. Mais l'idée, c'est que ça va prendre fin et il va y avoir cet effet rebond qui va nous faire repartir. Moi, j'avais une question autour de ça. Je ne suis pas entièrement d'accord avec cette objection parce que, si vous voulez, les activistes écologiques les plus radicaux n'ont jamais dit qu'il fallait confiner les gens et les empêcher de sortir et aller au resto ou quoi que ce soit. Enfin, c'est-à-dire, et pour autant, ça a été fait. Donc, d'une certaine manière, c'est bien la preuve que des transformations, des modes de consommation assez drastiques, mais beaucoup moins liberticides que ce qu'on a vécu, sont tout à fait, enfin, ces décisions que les gouvernements peuvent prendre, elles ont été prises là par exemple. C'est sûr que c'est temporaire, alors que là pour le coup il va falloir produire quelque chose sur la longue durée. Mais d'une manière générale, enfin, ce que nous disent les climatologues, c'est qu'il faut décarboner très très vite l'économie avant 2050. Sinon on va vraiment avoir des gros soucis, peut-être pas un effondrement, mais des choses très graves, surtout pour d'autres pays que l'Europe du Nord, peu importe. Mais le point important, c'est qu'on pourrait très bien imaginer, rationner, quitte à ce qu'il y a des nouvelles technologies dans le futur, redécouvrir d'autres formes de consommation. Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, on pourrait aussi ouvrir l'imaginaire politique des gens là-dessus, quoi. J'avais une dernière question, il nous reste 5 minutes. J'avais une dernière question pour rebondir sur la crise du Covid, autour de la pédagogie de la crise. Parce que là, on est en train de se dire, ça nous apprend des choses, ça nous montre des possibles, en fait. Ça nous montre qu'il est possible de consommer autrement, ça nous montre qu'il est possible. Est-ce que ça, dans l'histoire, le fait d'être confronté à des crises et de devoir se réajuster, est-ce que justement ça a pu avoir des effets qui se prolongent? Est-ce qu'on a appris des crises? Est-ce qu'on a appris des crises? Des crises oui. En fait, on n'a jamais vécu la même chose que ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, on a vécu des épidémies autrement plus, évidemment, dévastatrices, on a vécu des catastrophes autrement plus graves, mais, disons, volontairement arrêter une bonne partie de l'économie pour sauver quelques centaines de milliers de vies, ça, c'est vraiment du jamais vu. Donc, c'est difficile de dire l'effet que ça peut avoir. On n'en a à peu près aucune idée. Est-ce qu'on apprend des crises? Oui, en permanence. C'est-à-dire que si vous prenez, mais on apprend plutôt dans le mauvais sens en général. C'est-à-dire les crises, c'est le moment où, par exemple, je ne sais pas si on prend un exemple débile, hein, mais les sièges, le siège de Paris en 1870, on a appris à consommer autrement, à se nourrir autrement. Voilà, il y a eu on s'est bien mangé du joual, par exemple, en France. Donc il y a des modes, les moments de crise, c'est des moments où on change effectivement des modes de consommation de manière temporaire, mais ces effets peuvent durer. Mais d'une manière générale, je suis assez méfiant de toute forme de transposition d'analogue historique, quoi, parce que ce que je vous dis là, ce qu'on a vécu, c'est, enfin, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de précédent, quoi. Le choix d'arrêter comme ça en partie l'économie pour sauver un nombre assez limité au fond de vie, c'est vraiment du jamais vu, quoi. Il y avait une question qu'on peut qui peut nous permettre de terminer cette rencontre, qui nous dit en fait, est-ce que cette nouvelle normalité qu'on est en train de vivre, est-ce que c'est une transition? Alors, on a déjà beaucoup évoqué une transition permanente, ou alors ça s'envisage comme une série de catastrophes qui se suivent. Alors, la nouvelle normalité, en gros, ce que disent les sciences la science du climatologue, etc., ce qu'ils expliquent bien, c'est que la nouvelle normalité, ça va être effectivement les canicules, les inondations, c'est ça la nouvelle normalité, en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas un effondrement, mais c'est plein de risques qui sont exagérés, augmentés, etc. Donc c'est pour ça que effectivement, alors, une fois encore, ça n'a rien à voir avec le Covid, parce que, je sais pas, on a voulu tout mélanger, mais de fait, c'est deux crises qui ont vraiment pas grand-chose à voir. La nouvelle normalité de l'Anthropocène, si vous voulez, justement, c'est cette notion d'Anthropocène, cette idée qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique, c'est bien pour désigner le fait que ce qu'on vit, c'est pas une crise, qui est un phénomène temporel bref, pardon. Derrière l'idée de crise, il y a l'idée qu'on va sortir de la crise, hein, qu'on va faire une transition, ce que vous voulez, mais on va sortir de la crise. Non, avec cette idée d'Anthropocène et cette idée qu'on a déclenché une nouvelle époque géologique, c'est que ce qu'on vit, c'est une nouvelle condition historique, en fait, mais une nouvelle condition géologique. Donc c'est pour ça que, effectivement, il faut apprendre à vivre avec les catastrophes qui s'accroissent, et surtout à vivre de manière plus égalitaire dans un monde où les catastrophes, de fait, sont très discriminantes en fonction de vos
classe sociale, de votre richesse. Si vous, je sais pas, si vous vivez un incendie, on l'a bien vu avec la côte ouest des États-Unis, il y a un incendie dans les banlieues riches de San Francisco, c'est très grave, mais ces gens-là ont sans doute de l'argent pour reconstruire une autre maison ailleurs où elles sont assurées ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est ça les enjeux effectivement de redistribution à l'époque de l'Anthropocène. Donc on lit justice climatique et justice sociale. On va s'arrêter sur cette conclusion. Je vous remercie beaucoup, Jean-Baptiste, de nous avoir accordé de votre temps pour répondre à ces questions. Et je renvoie donc le public à vos différents ouvrages, dont le plus récent, Les Révoltes du ciel, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci. Merci.